Donc bonjour à tous et bienvenue à ce 6e atelier en live qui porte aujourd'hui sur la gestion d'entreprise. Donc la réussite d'un entrepreneur passe souvent et dépend souvent de 3 piliers. Alors il y a l'aspect technique. Alors pour un maçon par exemple ça va être, il a eu son CAP, il a ses 3 ans d'expérience. Il y a l'aspect commercial aussi, c'est la vente, parce que si vous ne vendez rien, eh bien, en face, vous n'engrangez pas de chiffre d'affaires, donc vous ne pouvez pas payer les charges. Et enfin, il y a la gestion qu'on va aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, donc notre objectif est de vous expliquer simplement les bases nécessaires au pilotage d'une entreprise, quel que soit votre statut juridique, que vous soyez en micro, en entreprise individuelle au réel ou bien en société. Alors, parmi les thèmes abordés aujourd'hui, donc, qu'est-ce que la gestion d'entreprise, tout simplement, le rôle d'un expert comptable. Est-ce qu'il existe des obligations comptables et fiscales à l'heure actuelle en France? On va également aborder les indicateurs clés à contrôler une fois que vous êtes lancé. Et puis, on va se poser la question d'un chef d'entreprise, est-ce qu'il a le droit à l'erreur, une fois ou plusieurs fois. Les solutions également en cas de difficulté. Et puis, on va se poser la question de comment se former et auprès de quels organismes. Donc du coup, en co-animatrice aujourd'hui, donc nous avons Aurélia Thésée du réseau Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Donc bonjour. Bonjour, bonjour Xavier, bonjour à tous. Donc je suis chargée d'affaires Initiative Agglomération Sophia Antipolis. J'accompagne des porteurs de projets, une obtention d'un prêt à taux zéro. Donc le prêt à taux zéro, c'est un prêt qui est sans caution ni garantie et qui permet de cofinancer avec un prêt bancaire le démarrage d'une activité, que ce soit en reprise ou en création d'entreprise. Ensuite, nous avons Véronique Berruyer. Donc toi, ce n'en est pas à ton coup d'essai ici, puisque tu avais animé notamment un atelier sur les financements bancaires. Et je reviens avec plaisir, merci de m'avoir invité. Donc bonjour. Alors, est-ce que tu peux présenter ton association? Alors, donc moi je représente l'association Finance et Pédagogie, qui est une association nationale. On aborde toutes les questions d'argent pour les particuliers et pour les professionnels. Et donc on fonctionne par territoire. Moi je suis sur les Alpes-Maritimes et le Var. J'organise des ateliers collectifs en partenariat, en collaboration avec les partenaires, notamment pour ce qui nous concerne, le public qui nous concerne, les créateurs d'entreprises et les chefs d'entreprise, sur toutes les questions financières. Eh bien, bienvenue. Ensuite, nous avons Vincent Meunier-Collin. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc Vincent Meunier-Collin, je dirige un cabinet d'expertise comptable depuis plus de 10 ans sur Sophia Antipolis. Je fais partie d'un groupe GFC où on a environ 45 collaborateurs sur 5 sites et on traite particulièrement des TPE, PME dans tout secteur d'activité. On va commencer par toi, Véronique. Oui. Pour un entrepreneur, assurer la gestion de son entreprise au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors ça veut dire mettre en place des outils qui vont lui permettre de piloter son activité, des choses très simples. Piloter son activité tout seul, ça dépend du statut juridique, ou en collaboration évidemment et en soutien avec l'expert comptable. Mais il faut absolument mettre des petits outils qui sont à la portée de tout le monde et que normalement le chef d'entreprise devrait déjà avoir. On donnera des petites pistes de réflexion là-dessus un peu plus tard. Et qui va lui permettre de vérifier s'il est bien en ordre de marche et si les objectifs qu'il s'est fixés sont bien atteints et quelles sont les petites... En fait, l'idée, c'est d'anticiper toutes les problématiques qui peuvent se présenter et de réagir le plus rapidement possible pour pouvoir surmonter cette problématique ou difficulté, pas forcément difficulté. Donc, c'est impératif. Alors, Vincent, oui. Est-ce que tu peux nous rappeler le rôle d'un expert comptable? Alors, le rôle... il est multiple. Un expert comptable, le métier a bien évolué. Il y a un certain nombre d'obligations comptables, fiscales, sociales, juridiques. Bien sûr, on a toujours cette vision d'expert comptable avec des chiffres en tête. Mais c'est au-delà des chiffres. Mon principal métier, c'est de l'accompagnement, c'est de l'humain. C'est d'accompagner des porteurs de projets, puis de les accompagner dans leur évolution, dans leur croissance. J'ai donc une équipe de travail avec chacun des spécialités et le but c'est qu'on puisse voir ensemble en fonction de l'évolution quelles sont les décisions à prendre, quels sont les outils à mettre en place pour une meilleure performance éventuellement. Voilà, c'est de voir ensemble le quotidien, c'est pas seulement un rendez-vous bilan une fois par an, c'est des rendez-vous quotidiens
en fonction de l'évolution, en fonction des questions qui peuvent se poser. Et voilà, c'est la richesse de mon métier, c'est vraiment le contact. Donc dès que le chef d'entreprise voit qu'il y a une modification dans son activité, une croissance potentielle ou une problématique quelconque, il peut faire appel à un expert comptable justement pour... Exactement. Souvent mes clients m'appellent le meilleur ami. C'est-à-dire que ils me contactent pour parfois des petites questions effectivement anodines et parfois des questions d'investissement. Est-ce que c'est le bon moment? D'investissement aussi en termes de recrutement de salariés. Est-ce que c'est le bon moment de recruter? À quel prix? Quel est le prix du marché pour tel poste? Voilà. Ou de reprise de fonds de commerce, de croissance externe. Voilà. Là, on est quand même dans des questions un peu plus avancées, on va dire. Mais ça peut être des petites questions. Est-ce que tel type de frais, c'est déductible fiscalement? Voilà. On a de tout dans les questions. Mais il y a de l'échange. Le but, c'est d'échanger. Et comme je dis souvent à mes clients, quand je les rencontre et tout au long de notre collaboration, c'est de ne pas hésiter à échanger. Parce que parfois, ils prennent des décisions de leur côté, parfois trop tard, et malheureusement, voilà, il y a des conséquences qui peuvent être préjudiciables, ou en tout cas, mauvaises décisions. Je suis vraiment un partenaire. Donc, le but, c'est d'échanger, même si c'est des petites questions, c'est pas grave. Et d'ailleurs, on verra peut-être plus tard où s'arrête la responsabilité de l'expert comptable, parce qu'on a souvent en rendez-vous des personnes qui nous disent oui, c'est pas ma faute, c'est mon expert comptable qui n'a pas fait le nécessaire, mais vous avez un rôle de conseil, ok. Conseil, communication. C'est pour ça que plus il y a de communication, plus on est au courant. Nous, on atteste les comptes, donc ils doivent avoir une image fidèle d'une réalité. Donc si je ne suis pas au courant, par exemple, qu'il y a une procédure de prud'homme actuellement, il y a peut-être des provisions à constituer. Donc c'est vraiment, bon là c'est un cas extrême, normalement je suis au courant. Mais voilà, ça peut être un litige aussi avec un client. Donc où en est la procédure? Est-ce que c'est une injonction de payer? Est-ce que ce client est en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire? Donc il y a des provisions éventuellement à constituer. C'est de l'échange. Donc oui, moins il y a d'échanges et moins le bilan est fiable, entre guillemets. Donc en fait, là on est en train de parler d'anticipation aussi par rapport à ce que tu dis. Au tout démarrage, quand je crée mon entreprise, est-ce qu'il y a un moment où on doit décider du statut juridique? Donc comment ça se passe, cette anticipation justement de l'avenir? Oui, alors ça c'est un élément clé. Le statut juridique, ça va déclencher beaucoup de conséquences, forcément. Si on fait le mauvais choix, ça a des conséquences importantes. Chaque personne et chaque projet est différent. Donc on peut avoir un maçon, tu prenais l'exemple tout à l'heure d'un maçon, et certains maçons qui ont plutôt, on va plutôt les orienter vers l'entreprise individuelle et d'autres plutôt vers société, notamment déjà s'ils s'associent. Bon, ce sera forcément société. Et société, principalement, il y en a deux types aujourd'hui, SARL et SAS, et elles n'ont pas les mêmes conséquences. Donc c'est souvent lié aussi à la rémunération du dirigeant. Sous quelle forme il souhaite se rémunérer et quel taux de cotisation sociale il souhaite anticiper. Donc il y a des taux de cotisation qui sont très différents, que ce soit en gérant majoritaire ou en président d'une société. Voilà. Donc ça c'est principalement des questions qu'il faut se poser lorsqu'on effectue le prévisionnel, même s'il n'y a pas besoin de financement. Toujours besoin de faire un prévisionnel et de voir quelles sont les conséquences de tel statut juridique sur le prévisionnel. Et quel type de rémunération souhaite le futur dirigeant. D'accord. Et donc si on réfléchit aussi peut-être à la micro-entreprise, c'est quelque chose dont on entend parler beaucoup, on se pose la question, comment on en arrive à choisir ce statut-là plutôt que le statut d'entrepreneur individuel ou de société? Alors micro-entreprise, ça porte son nom, hein, c'est micro, c'est petit, donc c'est souvent quand on se lance, qu'on n'a pas besoin de faire des investissements importants et qu'on souhaite appréhender un marché. Donc voir si ça fonctionne. Par exemple, je me lance en tant que prestataire, j'ai peu de perspectives dans un premier temps, donc pas beaucoup de charges, et je souhaite voir si mon idée, elle fonctionne, et si elle fonctionne, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, même plus. Là, je pourrais me poser la question de changer de statut juridique ou de conserver ce statut juridique. Je crois qu'on va le voir dans un temps. Conserver ce statut juridique
mais en ayant toujours un œil sur les obligations, parce que même si c'est en micro-entreprise, il y a toujours des obligations, et notamment en matière de TVA. Il y a certains seuils qu'on va aborder par la suite, il y a certains seuils qu'il faut vérifier. Donc on n'a pas des obligations comptables très importantes en micro-entreprise, mais on a quand même des obligations de surveillance. Nul n'est censé ignorer la loi, malheureusement, notamment la fiscalité. Et voilà, on n'a pas en micro-entreprise, on n'a pas un expert comptable qu'on appelle tous les jours pour savoir voilà, est-ce que j'ai une obligation ou pas. On est plutôt libre, justement, mais voilà, il faut savoir quand même dans quelle direction on va. Alors, par contre, chose importante à dire, Véronique, tu vas aussi nous le confirmer, c'est que un auto-entrepreneur peut très bien faire appel, lors de la constitution de son business plan, à un expert comptable justement pour le conseiller. C'est le but. Bien sûr, bon, l'expert comptable, ça reste quand même l'expert. Hein. Et je vais juste rebondir sur le fait qu'il faut absolument faire un business plan, même si on part sur l'idée d'une micro-entreprise, et même si ce choix de statut juridique, il apparaît dès le départ. Mais au départ, on a envie de dire, moi j'ai envie de dire, on est neutre, on fait son business plan, on le déroule, et à la fin, on voit toutes les opportunités d'avoir un statut moyen. Donc ça se choisit à la fin, et donc il est hyper important de faire son business plan. Alors seul, on est un peu seul, hein, voilà, c'est un peu dangereux, et c'est bien de le faire, au moins le faire valider par un expert comptable, et c'est là où l'expert comptable a tout son rôle, hein, pour guider, et puis à la fin pour guider aussi sur le choix du statut juridique. Donc voilà, souvent on oublie que comme on est en micro-entreprise, on a simplifié tellement le statut juridique que finalement on se dit on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin de gérer, on n'a pas besoin d'expert comptable, on n'a pas besoin de faire de la compta. C'est une entreprise à part entière. Et tous les critères d'une entreprise s'appliquent à la micro-entreprise. Alors justement, à l'heure actuelle en France, est-ce qu'il existe une obligation comptable et fiscale, notamment pour les auto-entrepreneurs? Oui, bien sûr, ils ont une obligation, hein, au regard du fisc en premier lieu, hein, c'est de pouvoir présenter leurs comptes, alors des comptes qui sont simplifiés, hein, ça va être un cahier de recettes, un cahier de dépenses, qui a un format bien particulier. Je ne peux pas le faire sur un tableau Excel que je peux modifier, voilà, il y a des contraintes quand même, et il faut bien expliquer que cette obligation, elle est à la fois pour le fisc parce qu'on va pouvoir faire des contrôles et vérifier la bonne tenue des comptes, mais ça va être aussi un des outils pour le chef d'entreprise, pour vérifier, notamment au niveau des recettes, qui est le chiffre d'affaires, si le développement de l'entreprise et la croissance s'amorcent bien. Donc ce sont à la fois des outils qui sont obligatoires, qui sont très simples, mais aussi des outils de gestion quotidienne. Et est-ce qu'il y a un risque pour un auto-entrepreneur à l'heure actuelle en France à ne pas faire justement ces déclarations Comme tout contribuable, bien sûr, il y a un risque, hein, le risque fiscal, et il ne faut pas oublier qu'une entreprise, la micro-entreprise, encore une fois, c'est une vraie entreprise, donc avec la possibilité d'avoir un contrôle fiscal. Je crois, je parle sous ton couvert, il me semble que sur la proportion de la création d'entreprises individuelles, 75% sont des micro-entreprises qui sont aujourd'hui, c'est énorme. Donc forcément, sont des vraies activités économiques qui s'inscrivent dans l'environnement entrepreneurial, et le fisc, comme n'importe quelle entreprise, aura un regard particulier sur ce qui est fait, même si c'est simple. Juste en aparté, la protection du chef d'entreprise. Est-ce qu'en entreprise individuelle, et notamment en auto-entreprise, j'ai une créance à la banque ou par rapport à un fournisseur, est-ce que la banque ou fournisseur peut venir chercher chez moi personnellement, sur mes comptes, une dette que j'ai vis-à-vis d'elle, si jamais je liquide l'auto-entreprise ou autre? Alors, il y a une grande avancée l'année dernière, c'est que jusqu'à présent, le patrimoine, la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Donc, le patrimoine professionnel et particulier était confondu. Grande avancée l'année dernière. De fait, maintenant, le patrimoine professionnel est séparé du patrimoine personnel, donc il n'y a plus la possibilité aux créanciers d'aller saisir directement. Mais attention, quand j'ai contracté un engagement quelque part, je me suis engagée,
Et indirectement, il va falloir que j'aille payer ma dette. Comment je vais la payer? Soit mon entreprise a les capacités, soit je suis chef d'entreprise. Aussi petite soit-elle, je peux aussi encore apporter des fonds dans mon entreprise, ça s'appelle des fonds propres, et injecter de l'argent dans l'entreprise. Cet argent-là, je vais aller le chercher sur mes comptes personnels. Et donc indirectement, je vais engager mon patrimoine. Mais on ne peut plus saisir directement, il n'y a plus cette confusion de faits qu'il y avait. Alors voilà. Ah oui, tout à fait. Je rejoins tout ce qui a été dit, effectivement. Donc de fait, la résidence principale, par exemple. Alors la résidence principale, elle était déjà protégée par la loi Macron. Donc ça, c'était déjà une première avancée il y a quelques années, et donc on ne pouvait plus la saisir directement. Maintenant, voilà, on a deux patrimoines séparés. Petite quand même remarque, c'est que du coup, certains créanciers, notamment les banques, vont perdre un pouvoir là, qui est le pouvoir d'aller se couvrir d'un risque en engageant le patrimoine personnel puisqu'il est plus engagé. Donc quand il y a un financement à une entreprise individuelle aujourd'hui, puisqu'il y a cette séparation des deux patrimoines, naturellement, la banque va demander de signer une décharge qui va engager le patrimoine personnel. Et ça va être un jeu de négociation. C'est soit je peux apporter une autre garantie personnelle, ou je pense peut-être à France Active, qui peut peut-être se porter garant. Soit j'abandonne ce privilège d'avoir mon patrimoine personnel protégé. C'est quand même une réalité, mais là aussi, quand on crée son entreprise, on prend des risques. Voilà, jusqu'à quel moment je peux prendre des risques et quels vont être la conséquence de ces risques. Il faut toujours bien mesurer. Et justement, comme tu le disais juste à l'instant, il existe en France des organismes de caution qui portent caution à la place des personnes, qui s'appellent notamment, alors le plus connu c'est BPI. Oui. Ensuite, on a en effet France Active Financement qui sont très bien représentés ici. On est dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Voilà, c'est les deux principaux organismes. Alors j'avais aussi en mémoire la région Sud. Alors l'année dernière, ils se portaient aussi, il y avait la possibilité d'être garant à hauteur de 80%. Donc voilà, il faut que encore une fois, la micro-entreprise, aussi petite soit-elle, c'est une vraie entreprise, et il faut que l'entrepreneur puisse avoir tous les éléments qui vont pouvoir lui permettre d'avancer dans le développement de son activité. Et il faut qu'il se tienne informé. Et la particularité, c'est qu'il n'a pas un expert comptable qui va lui donner toutes ces informations. Donc c'est à lui à s'organiser pour aller chercher ces informations régulièrement. Alors justement, Vincent, au niveau des entreprises individuelles, au réel, et des sociétés, comment ça se passe pour les obligations comptables et fiscales? Fortement recommandé d'avoir un expert comptable. Et donc l'expert comptable va s'occuper justement de mettre en pratique toutes les obligations comptables. Donc principalement, notre mission de base, c'est une mission de ce qu'on appelle de présentation des comptes annuels, qui consiste à établir votre bilan une fois par an, et comme je l'avais indiqué tout à l'heure, d'avoir une image fidèle de la réalité en collectant maximum d'informations. Et bien sûr, il y a multitude d'obligations fiscales que tout le monde connaît, notamment en matière de TVA, d'impôts sociétés, multitude de déclarations fiscales qui se rajoutent chaque année. Voilà, moi j'ai la compétence, comme tout expert comptable, de réaliser ces déclarations fiscales. Bien sûr, de les expliquer à mes clients quand c'est des déclarations un peu plus spécifiques. Voilà, et beaucoup d'obligations aussi en matière sociale. Par contre, je reviens juste sur le statut auto-entrepreneur, où il y a des seuils, notamment en matière de fiscalité. Donc malheureusement, quelques fois par an, j'ai des personnes qui me contactent, qui effectivement n'avaient pas d'expert comptable, n'étaient pas suivis, qui ont parfois reçu un courrier de l'administration fiscale leur indiquant qu'ils sont redevables de la TVA. Donc ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils reçoivent un courrier, puisqu'ils avaient vérifié qu'il y avait certains seuils en matière d'auto-entrepreneur qui étaient assez élevés au niveau de leurs recettes, bien sûr. Et en fait, il y a un seuil bien moins important, que ce soit en prestation de services ou en vente de marchandises. Il y a un seuil moins important, qui est à peu près la moitié du seuil toléré en micro-entreprise. Donc par exemple, sur la prestation de services, c'est environ 36 000 €.
Donc dès qu'on dépasse ce seuil, normalement, ouais, quelques tolérances, mais normalement, on doit soumettre nos factures à TVA dès le mois suivant. Et ces personnes, quand ils me contactent, ils reçoivent un courrier d'administration qui leur indique que ça fait 3 ans qu'ils auraient dû appliquer de la TVA. Donc je prends l'exemple d'un auto-entrepreneur qui facture 60 000 €. Donc il peut rester auto-entrepreneur. Par contre, il aurait dû soumettre à TVA, taux normal la plupart du temps, 20%, l'intégralité de son chiffre d'affaires. Or, pour les auto-entrepreneurs, souvent c'est 20% de marge perdue. Parce que selon leur activité, je prends l'exemple d'un coiffeur à domicile, il va coiffer des particuliers, donc les particuliers ils vont payer la TVA. Donc contrairement à un autre auto-entrepreneur qui n'est pas soumis à TVA parce qu'il est en dessous des seuils, forcément, lui il se retrouve avec 20 points de plus sur le tarif qu'il applique. Ça c'est effectivement une contrainte. Maintenant, régulariser 3 ans de TVA, on évite entre 20 et 30 000 € de redressement fiscal. Pour un auto-entrepreneur qui fait 50 000 € de chiffre d'affaires, il se retrouve avec une dette astronomique, il faut bien le dire, et malheureusement, il n'y a pas de solution. Donc il peut négocier éventuellement les pénalités, mais il va falloir trouver un échéancier, mais il aura quand même une dette à honorer, voilà, parce qu'il a dépassé un seuil et qu'il peut rester en micro-entreprise. Et là, je rebondis aussi par rapport à ce que tu dis, parce que le premier réflexe dans ces cas-là, quand on a une telle dette, c'est de se tourner vers la banque et de se dire, tiens, je vais demander un crédit. Et la banque, elle va évaluer la capacité de remboursement de l'entreprise. Et c'est pas évident, dans une situation critique comme ça, d'obtenir un financement, quel qu'il soit, que ce soit de la banque ou d'un autre organisme de financement. Donc ça peut mettre en péril le devenir de l'entreprise. Et ça met, au-delà de ce volet financier, ça va mettre aussi en péril toute la stratégie commerciale qu'on a pu mettre en place, parce que, comme tu l'as dit, j'augmente tout d'un coup mes tarifs de 20%. Moi, j'ai envie de dire, on est en période d'inflation et de pouvoir d'achat. Moi, je peux très bien dire à l'entreprise que j'utilisais, écoutez, moi, je vais changer d'entreprise parce que vous êtes trop cher et que mon revenu n'a pas augmenté de 20%. Donc, ça veut dire que tout ça s'anticipe, forcément. Et c'est là où faut le pilotage, c'est pour ça que je vous disais, le pilotage de l'entreprise pour une petite entreprise, c'est hyper important. Parce que ça peut mettre en péril tout le devenir et la pérennité de l'entreprise. Et on crée une entreprise pour qu'elle soit le plus longtemps pérenne. Et pour éviter tout ça, quand on parle de la micro, est-ce que tu aurais des outils à nous conseiller avant de mettre en place des outils, j'ai envie de donner des petits conseils. Tu l'as dit tout à l'heure, une micro-entreprise, la plupart du temps, n'a pas d'expert comptable. Donc, comment je me tiens informée de toutes ces obligations fiscales, sociales, c'est hyper important, sinon je ne suis plus en règle. Moi, j'ai envie de conseiller tout de suite de s'abonner à la newsletter de BPI Création. Voilà, on donnera le lien, je crois, à la fin. Alors mais à la fin, simple. vous aurez tous les liens de ce qu'on a évoqué. BPI, éventuellement il y a aussi des URSSAF, le site des URSSAF. Le site de l'URSSAF est très très bien fait, donc abonnez-vous à, alors pas 36 newsletters, mais au moins URSSAF et BPI Création. Et déjà vous avez toutes les informations qui vont vous permettre de vous mettre à jour, parce que sinon on est dans l'illégalité et puis ça peut être fatal. Alors est-ce que je peux prendre un expert comptable? Je dirais que dans l'absolu, non, parce que je pourrais. Ça va être une charge que vous allez payer. Voilà, mais Après, conseil, bien sûr, au moins une fois par an, souvent au mois de décembre, pour faire un point sur l'année écoulée, voir si ça vaut, si c'est l'occasion justement de changer de statut juridique, de passer au mode réel ou pas, ou même en société. Donc voilà, et de faire un point sur les chiffres. Est-ce qu'il y a une réelle rentabilité à conserver ce statut auto-entrepreneur maintenant que j'ai des frais? Si je prends un local par exemple, ça veut dire que demain je vais payer le loyer de ma poche, après avoir payé des charges sociales, de l'impôt sur le revenu éventuellement. Donc voilà, c'est se poser la question et savoir comment je peux... Forcément les taux de cotisation sociale sont moins importants sur le statut auto-entrepreneur, tant mieux. Voilà, ça permet justement de lancer un projet la plupart du temps sans avoir trop de charges.
Maintenant, la couverture en maladie et la couverture en matière de retraite est très faible. Voilà. Il faut le savoir. On paye peu, Donc, mais on a une forcément les conséquences. Tout à fait. Donc, à un moment donné, au fil des années, si ça fait un moment qu'on est en statut auto-entrepreneur, ça vaut peut-être le coup de se poser la question, voir si on peut évoluer justement avec les chiffres actuels. C'est un vrai sujet, la protection sociale. Ah oui, et tout à les fait. micro-entrepreneurs, moi je me suis Ah oui, vraiment oui. focalisée sur ce sujet-là. Mm. Et je m'aperçois, quand je fais les ateliers, qu'ils découvrent leur protection sociale. Oui. Et on ne doit pas découvrir sa protection sociale à un moment où je suis en maladie, où j'ai eu un accident du Exactement. travail qui n'est pas pris en Trop charge, Exactement. où j'arrive à la retraite sans mes trimestres. Ouais, Voilà. ouais. Donc c'est là où on comprend qu'on est dans le vrai monde de l'entrepreneuriat et qu'on doit, maîtriser tous ces sujets-là. Alors je continue dans les petits outils. Alors ça peut être soit un logiciel de compta aussi qui va établir mes factures dans les règles, comme ça je ne prends pas de risque. Alors payant ou gratuit, ça a ses limites, mais si je commence à surcharger en charge, peut-être que ça vaudra le coup aussi de vérifier si le statut est adapté, mais en tout cas un petit logiciel de compta, c'est bienvenu. Voilà. Hein. Aujourd'hui, il y a des logiciels très bien Voilà. Qui sont Pas avec très cher un non coût plus. mensuel Voilà. maximum de 10-15 euros qui prévoit la facturation, un suivi éventuellement de trésorerie. Voilà, il y a des logiciels très adaptés. Voilà, attention au tout gratuit où je Oui. ne veux rien payer, parce que c'est aussi le risque Oui. de micro-entrepreneur. On Moi, dit- je peux rien déduire, donc je prends pas de charge. Il y a des charges quand même qui s'imposent d'elles-mêmes, même si elles sont pas très élevées, on prend pas de risque. Et donc, un des indicateurs à suivre, c'est la trésorerie. Ça, c'est hyper important. Hyper important parce qu'il faut pas qu'on soit en rupture de trésorerie. Et c'est ce qui va permettre aussi de piloter. C'est ça le pilotage au quotidien, c'est de savoir si on est bien dans les clous. Et moi, j'aime bien le plan de trésorerie finalement qu'on a fait dans le business plan. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un plan de trésorerie? Alors, le plan de trésorerie, c'est en fait, vous avez fait votre compte de résultat annuel, c'est-à-dire chiffre d'affaires, les dépenses et il vous reste le bénéfice. Et ce compte de résultat, vous allez le séquencer en 12 mois selon la périodicité de votre activité. Et mois par mois, vous allez décliner ce compte de résultat, ce chiffre d'affaires mensuellement avec les charges correspondantes et vous aurez un résultat transitoire, on va dire temporaire, qui s'appelle la trésorerie. Et mois par mois, ça va vous permettre à la fois de vérifier que vous avez toujours... la trésorerie, c'est quoi? C'est avoir un peu d'argent d'avance pour payer les imprévus et notamment les impayés des clients. Ou le stock à racheter. Le stock à renouveler, voilà. Et puis le développement de l'activité. Et ça permet aussi, alors la trésorerie c'est tout en bas, mais avant d'arriver tout en bas, il y a tout en haut le chiffre d'affaires. Est-ce que mon chiffre d'affaires est au rendez-vous? Et ça, il faut absolument que tous les mois, ce sont des objectifs commerciaux pour piloter la croissance de son activité. Parce que si je ne me fixe pas des objectifs mensuels et que ces objectifs de chiffre d'affaires ne sont pas au rendez-vous, c'est que forcément à un certain moment, il va me manquer de l'argent, je vais appauvrir ma trésorerie. Et à un moment, je n'aurai plus d'argent pour payer toutes mes charges. Et qui va se sacrifier? Le chef d'entreprise qui ne va plus se payer. Et il n'est pas normal qu'un chef d'entreprise ne se paie pas. Un chef d'entreprise doit avoir au minimum un revenu digne pour vivre et faire vivre sa famille. Voilà, donc c'est des petits outils qui ne sont pas très compliqués, qu'on aura normalement entre les mains, puisque le plan de trésorerie, ça fait partie des prévisionnels qu'on a dans le business plan. Donc le business plan a tout son sens dans la préparation du projet, mais aussi dans le lancement de l'activité. Ça fait une sorte de tableau de bord en fait. C'est un tableau de bord, voilà, donc ça peut être des tableaux de bord, et puis je reviens à la problématique de la TVA, ça va aussi me permettre de anticiper le dépassement des seuils et l'assujettissement à la TVA. Ça peut être... Voilà, il est très important de bien lister l'ensemble des charges qu'on va avoir tout au long de l'année. Parce que forcément, on confond parfois chiffre d'affaires avec une éventuelle rémunération. Mais avant d'avoir une rémunération, on va payer des charges, on va payer potentiellement aussi de l'impôt sur le revenu, même si c'est pas lié forcément à l'activité professionnelle, mais derrière, on paiera de l'impôt sur le revenu. Donc, on ne peut pas fragiliser le futur de l'entreprise par une mauvaise anticipation de trésorerie. Voilà. Donc, oui, c'est important de suivre, de faire ce tableau mois par mois,
et surtout de le suivre. Oui. Voilà, j'avais des objectifs à réaliser qui étaient de temps de chiffre d'affaires, j'avais prévu tant de charges. Il y a des charges fixes, donc qui restent, quoi qu'il arrive, et des charges variables qui sont liées à votre activité. Donc plus vous avez de l'activité, plus ces charges vont augmenter, forcément. Charges variables, est-ce que tu peux nous donner des exemples de charges variables? Par exemple, je reprends l'exemple du coiffeur, je vais avoir des frais de déplacement. Plus je vais avoir de l'activité, et plus mes frais de déplacement vont augmenter. Donc là, c'est une charge variable qui est liée, en fait, directement au chiffre d'affaires. Alors que si demain j'ai un loyer, c'est une charge fixe. Que j'ai du chiffre d'affaires ou pas, il va falloir que je paye mon loyer tous les mois. Alors que si j'ai pas de chiffre d'affaires, j'ai pas besoin de faire de frais de déplacement ou un peu de prospection. Voilà, les charges variables seront beaucoup moins importantes. Donc voilà, il y a des charges qui sont liées à l'activité et d'autres qui seront lissées sur l'année, qu'on peut anticiper. Frais de téléphone, des frais d'assurance, des frais divers et variés, des frais bancaires, des frais... voilà, et tout ça, vous pouvez facilement les lister. Et encore une fois, il faut bien les suivre. Voilà, il y a le prévisionnel et le réalisé. Alors, si c'est pas par mois, à minima par trimestre. Et en fonction éventuellement d'une saisonnalité. Des fois, on a l'impression d'avoir plein d'argent, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'argent qui nous appartient. Donc voilà, c'est important de le savoir. Alors justement, la Véronique nous a donné des outils de gestion pour les auto-entrepreneurs. Est-ce que toi, tu en aurais à conseiller, hormis le plan de trésorerie et autres? Les outils de gestion, alors Excel d'ailleurs, de mémoire, le plan de trésorerie, ça peut se faire sous Excel. Excel, très bien. Après Excel, il faut maîtriser Excel et c'est un peu plus source d'erreur parce que il y a un peu plus de. Alors il y a des outils qui sont très bien faits sur BPI Création aussi. Ils fournissent un plan de trésorerie déjà sous ta boîte qui est pré-rempli, qui est très bien fait. Je pense mais nous, l'expert comptable forcément, j'ai pas de clients aussi. Des clients auto-entrepreneurs parce que voilà, je les conseille éventuellement une fois par an. Mais sinon, tous mes clients, on a aujourd'hui pris le virage de la digitalisation. Donc on a des outils, comme tous mes confrères, qu'on met à disposition de nos clients. Qui sont très bien, qui prévoient encore une fois la facturation, le suivi de trésorerie, le suivi d'un certain nombre de charges courantes. Les clients sont contents, ils peuvent prendre en photo leurs factures. Il faut vraiment voir cette partie-là qui est assez administrative, plus comme une plaie entre guillemets du quotidien. Il faut que ça soit un outil de gestion pour vous demain. C'est plus on a des outils performants et qui nous permettent d'être accompagnés, de pouvoir suivre. Et j'en ai plein des clients qui sont contents de ces outils. Bien sûr. Et ils ont un pilotage au quotidien et une gestion de leur trésorerie où ils peuvent anticiper. Ils savent exactement. Un logiciel de facturation, c'est un devis. Je fais un devis, je vais chez un client. Aujourd'hui, j'ai ma tablette, j'ai mon ordinateur, je fais le devis tout de suite, le maçon, l'électricien, le plombier, je le fais, il est envoyé, le client l'accepte, je valide, transforme en facture. Je reviens sur la partie de trésorerie, dans ces métiers-là notamment, pas hésiter à demander un acompte, bien sûr, au démarrage de la mission. Ça fait quand même une sécurité, donc généralement, on est sur des 30% d'acompte. Après, pendant la mission, on redemande souvent un deuxième acompte et un solde en fin de... Voilà, ça permet de notamment financer les stocks, financer éventuellement un salarié, des charges courantes. Parce que si on n'est payé qu'à la fin, et pour peu qu'on ne soit pas payé parce que le client est devenu insolvable, nous, on a engagé des frais tout au long de la mission. C'est perte sèche, donc ça c'est pas possible. Alors justement là du coup, Véronique, tu avais... Oui, je voulais juste compléter pour la micro-entreprise. Bien sûr qu'il faut suivre au quotidien les chiffres, les indicateurs financiers, mais il faut suivre aussi la facturation client. Parce que si je ne suis pas la facturation client, je ne vais pas être payé à bonne date. Et si je ne me suis pas mis en place un planning pour contrôler, c'est pour ça que les petits outils, les logiciels sont quand même bien faits, parce qu'il y a des alertes qui sont remontées, qui vont me dire, normalement j'aurais dû être payé. Si je ne suis pas payé, je réagis tout de suite, parce que plus je tarde, plus la créance sera difficile à récupérer, et c'est là où l'entreprise se met en difficulté. Et je voulais aussi ajouter que dans les outils à mettre en place, il ne faut pas oublier les conditions de vente.
Parce que quand je parle des difficultés de paiement des clients, je demande au chef d'entreprise, qu'est-ce que vous faites si le client ne vous paie pas? Je mets des majorations. Non, je ne mets pas des majorations comme ça. Il y a des règles à respecter, il y a une loi à respecter, il faut que ce soit écrit, parce que si moi, client, je n'ai pas signé des conditions de vente, je n'accepterai pas des conditions de paiement en dehors de celles qui ont été établies. Donc voilà, c'est là où on voit qu'il y a quand même de la professionnalisation et que un entrepreneur, micro-entrepreneur ou entrepreneur, ça reste un entrepreneur. C'est important que tout soit bien formalisé, parce que malheureusement, si demain il y a une procédure judiciaire, on va demander un devis validé, une facturation, les conditions de règlement, tous ces éléments seront demandés. Donc si on n'a pas de devis validé, c'est plus compliqué. Et tout ça, ça se prépare en amont, parce que si je n'ai rien fait de tout ça au moment du lancement de mon activité et que je me rends compte qu'il fallait que je le fasse, c'est du temps que je ne vais pas consacrer au développement de mon activité et que je vais consacrer à des tâches administratives qui sont chronophages et que j'aurais dû faire auparavant et qui auront... Voilà, donc il faut être prêt dès le départ. Est-ce que j'ai bien mes conditions de vente? Est-ce que j'ai bien mon logiciel de facturation? Est-ce que j'ai bien mon planning de suivi de mes objectifs, de mes paiements de factures, etc. Je mets tout en place et là, je peux me lancer. Je n'attends pas le lancement. Vas-y, pardon. Faut être multicasquette. Oui, Faut pas se dire que je suis un bon commercial, quoi qu'il arrive, je vais, voilà, ça va fonctionner. Non, ça c'est pas possible. Non. Oui, puis il faut pas non plus se reposer uniquement sur l'expert comptable pour la partie comptabilité. Ah non, du tout. Il y a une interaction. Voilà, ça c'est la part du boulot du chef d'entreprise. Exactement. L'interaction et puis de dégager du temps pour des tâches qui parfois ne ramènent pas forcément de l'argent tout de suite, mais qui sont importantes pour que tout soit bien structuré. Parce que quand on est seul, micro-entreprise ou même seul après, on est multicasquette. On doit penser à tout. C'est pas que la force commerciale qui peut fonctionner. Et juste, je complète parce que ça me revient. Quand je fais ma comptabilité en tant que micro-entrepreneur, j'ai un cahier de recettes, un cahier de dépenses, je garde bien toutes mes factures et tous les justificatifs. Donc, il faut aussi que je m'organise. Cette organisation-là, il faut la mettre en place en amont. Je m'organise pour stocker aussi tous mes justificatifs. Tout à fait. Il ne faut pas que ce soit la pagaille. Parce que sinon, si un jour je change de statut et que je prends un expert comptable, je pense qu'il va me rappeler à l'ordre. Ah oui, tout à fait. Et justement, pour revenir là-dessus, en matière de contrôle, c'était pas prévu qu'on l'aborde, mais est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça se passe, un contrôle URSSAF, un contrôle fiscal, en fonction de quoi est-ce que c'est mis en place? Ça peut arriver parfois quand une entreprise est en difficulté, donc là l'URSSAF ou le Trésor public peut déclencher un contrôle pour voir s'il y a des créances dues qui commencent à être importantes, voir un peu où ça en est, mais sinon les contrôles sont inopinés. Que ce soit URSSAF ou fiscaux, on peut avoir un contrôle à tout moment. Et en général, c'est les 3 dernières années. Après, ils peuvent raccourcir sur 1 an si besoin. On peut avoir un contrôle URSSAF sur une année, donc ça peut être 2022 par exemple. Et là, bien sûr, je prends l'exemple de contrôle URSSAF, c'est pas seulement sur du social au sens propre du terme. C'est pas uniquement les bulletins de salaire, les déclarations DSN, etc. C'est également les justificatifs comptables. Donc des frais de déplacement, dans le cadre d'un contrôle URSSAF, il faut justifier des frais de déplacement. Voilà. Donc des indemnités kilométriques, par exemple, avoir un tableau de suivi de ces déplacements qui justifie les indemnités kilométriques. Et pour être accompagné par un expert comptable dans ce contrôle-là, qui n'est pas forcément fatal, fiscal. Si j'ai bien fait les choses, ça se passe bien. Il faut que je puisse avoir les justificatifs, parce que l'expert comptable, lui, il a ses limites aussi. Si on ne lui donne pas les éléments, il ne pourra pas accompagner. Il y a un risque. Mais au contraire, d'avoir un contrôle URSSAF, par exemple, qui se passe bien, il n'y a pas de redressement, ça met aussi en exergue le fait que la société est saine. Une personne qui veut revendre demain son fonds de commerce, l'année dernière, j'ai eu un contrôle URSSAF. C'est propre, tout va bien. Les conditions sont respectées, les justificatifs sont transmis. C'est un gage de bonne gestion.
Et en parlant d'URSSAF, on a aussi cette notion, quand on a un logiciel comptable, un rappel de charges, par exemple, tous les trimestres, Oui, je le dois déclarer. calendrier, Donc j'ai mon calendrier, j'ai ma petite alerte qui me permet de ne pas oublier de faire ma déclaration de chiffre d'affaires en micro-entrepreneur, en tant que micro-entrepreneur. Alors, le paiement des charges sociales mensuelles ou trimestrielles, là, c'est pas un outil, mais c'est juste un conseil. Moi, je conseille toujours, mais encore une fois, tu nous diras, de payer mensuellement ces charges sociales. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de l'argent qui ne vous appartient pas, qui est sur votre compte bancaire. Et le risque, c'est que si je suis un petit peu juste en trésorerie, je peux me dire, bon, bah ça, je vais le payer, comme je dois le payer dans 3 mois, je vais utiliser l'argent et puis je vais me refaire le mois prochain, et puis je me refais pas et je me retrouve à être en impayé. Donc, c'est pas... voilà. Il me semble que c'est plus sécurisé, déjà plus simple en termes de gestion, et plus sécurisé. En général, de payer, les chefs d'entreprise préfèrent mensuellement, justement, par prudence, voilà, qui est un débit régulier, on va dire, pas se retrouver avec un trimestre effectivement à payer, et on n'a plus de trésorerie parce qu'on a investi sur du stock, etc. Et voilà, c'est l'erreur de gestion fatale, confondre le chiffre d'affaires et la trésorerie. C'est l'investissement. C'est ça. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, on va passer aux indicateurs clés à contrôler une fois que vous êtes lancé. Alors là, ce qu'on affiche, c'est vraiment la base. Après, si vous voulez avoir... Voilà, ce qui est déjà très bien et ce qui est a priori pas fait par la plupart des chefs d'entreprise. Mais après, si vous voulez retrouver plus d'informations, pareil, on vous mettra un lien vers BPI qui est très complet, où vous aurez tous les indicateurs clés à connaître en tant que chef d'entreprise. Donc du coup, Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il faut regarder en priorité pour savoir si mon entreprise se porte bien ou pas? Effectivement. Alors, les 4 indicateurs qui sont indiqués sont déjà très bien. On avait déjà le budget de trésorerie avant, donc ça viendra compléter. Chiffre d'affaires, donc bien sûr, il faut surveiller le chiffre d'affaires en fonction des périodicités et comparer ce qui est comparable. Donc on va comparer le mois de janvier 2024 avec le mois de janvier 2023. Voilà, avec 2 saisonnalités identiques pour voir un petit peu comment ça évolue. La marge, alors, notamment sur 2023, je pense qu'il y a eu un impact très important sur le coût des matières premières, des marchandises, qui ont dû être répercutés forcément sur les prix de vente, même des petits chefs d'entreprise. Donc là, la marge, c'est bien vérifier qu'on suit l'évolution de toutes ces augmentations. Dans la restauration, par exemple, il y a certains produits qui ont littéralement explosé. Donc, soit on continue à les proposer, mais si on continue à les proposer, il faut bien les proposer au nouveau prix. Voilà. Sinon, on va perdre forcément en rentabilité et on ne va pas suivre correctement cette marge. Et on revient sur le côté commercial. Est-ce que mon client est capable de payer plus pour ce produit-là? Exactement. Donc là, après, il y a une stratégie, bien sûr, pour chaque... je parlais des restaurateurs, mais bien sûr, chaque restaurant a sa propre stratégie et proposera les produits qu'il souhaite proposer. Mais voilà, en tout cas, il y a un suivi des coûts d'achat de matières premières et de marchandises pour vérifier que dans cette marge, on est toujours sur une certaine cohérence. Voilà. Après, en termes de trésorerie, alors, beaucoup de chefs d'entreprise ne regardent que leur trésorerie. Donc, ils regardent leur solde bancaire tous les jours et voient effectivement, ah bah oui, tel client m'a payé, tout va bien, etc. C'est effectivement quand même un bon indicateur. Bien sûr, la trésorerie. Mais comme on l'a dit et comme on l'a évoqué plusieurs fois, c'est pas du tout l'indicateur principal. Il faut bien vérifier que par rapport au budget trésorerie qu'on est prévu, tous les débits ont bien été faits parce que la trésorerie, on en a un instant T, on en a plus un autre instant. Et donc voilà, il y a différentes façon de récupérer sa trésorerie via des créances clients, etc. Mais voilà, c'est en corrélation, on va dire, avec le chiffre d'affaires. Et ensuite, la masse salariale, quand on a des salariés, voilà, pareil, forcément, le coût de la vie a augmenté, donc les salaires ont augmenté en conséquence. Et c'est bien vérifier ma masse salariale tous les mois avec un coefficient ramené au chiffre d'affaires et de se dire, voilà, ma masse salariale avec les charges patronales correspondait à peu près à 40% de mon chiffre d'affaires. Ce mois-ci, je suis à 50%. Pourquoi? Parce que j'ai eu moins de chiffre d'affaires
Est-ce que j'ai versé des primes? Pourquoi il y a une telle évolution? Et vérifier que quand on a fait le prévisionnel, on avait prévu une certaine rentabilité sur l'année avec un taux de masse salariale qui était peut-être de 40%. Si aujourd'hui on est à 45%, forcément on n'aura pas la même rentabilité en fin d'année. Voir si ça ne peut pas fragiliser aussi l'entreprise. Donc voilà, ça c'est quand même 4 indicateurs principaux. Après, tout au long de l'année ou au moins une fois par an, de bien vérifier toutes les charges classiques, on va dire, leur évolution, voir si on peut faire éventuellement, il y a des coûts cachés un peu à gauche, à droite, certaines réductions sur des frais de réception par exemple, qui sont devenus trop importants vu la structure. Voilà, c'est de réétudier chaque budget. Mais normalement, en fin d'année, on se projette sur l'année suivante. Donc on regarde un petit peu ce qu'on a eu comme dépenses cette année et voir si on peut faire certaines coupes, améliorer certains postes. Et renégocier avec les fournisseurs, par exemple, frais téléphoniques, frais bancaires notamment. Les assurances, C'est systématiquement chaque année? Alors systématiquement, ça demande un certain travail. Voilà, donc le chef d'entreprise qui est tout seul, il ne va pas appeler chaque fournisseur. Il faut aller sur, je pense, les principaux postes, ça c'est sûr. Pas hésiter à faire des devis, à contacter son fournisseur, lui indiquer que le coût est maintenant important, voilà, compte tenu de sa structure, qu'il a fait des devis qui étaient moins importants. Alors, parfois, c'est peut-être pas les mêmes conditions non plus, mais en tout cas, d'aller à l'essentiel. Mais c'est vrai que si on fait le lien avec tout ça, plus les charges grandissent, enfin, augmentent, et plus la marge se réduit, et on n'a pas non plus des capacités sur le chiffre d'affaires à l'augmenter comme ça. Alors comment on va l'augmenter, soit en le développant en termes de vente, soit en augmentant les tarifs, mais c'est très limité l'augmentation des tarifs. Donc il faut qu'il y ait ces indicateurs-là, ils doivent permettre d'avoir une vue qualitative et de prendre des décisions. Voilà, pourquoi mon chiffre d'affaires a baissé, et c'est pas parce que c'est l'inflation, c'est parce que effectivement peut-être que c'est les consommateurs qui ont changé leur mode de consommation, il y a un nouveau concurrent, c'est un produit qui n'est plus adapté au marché, il y a plein de questions que le chef d'entreprise doit se poser et il doit réagir parce qu'il doit préserver sa marge. Qui au bout du compte va lui permettre aussi de tout payer. Donc ça ne suffit pas de constater, il faut réagir. Il faut anticiper, réagir et prendre les bonnes décisions. Et là, les bonnes décisions, on les prend aussi avec les conseils de son expert comptable. On revient toujours tout à fait. Est-ce que, pour aller un petit peu plus loin, peut-être on mettra le lien, Xavier, sur BPI France pour les soldes intermédiaires de gestion, pour aller vraiment un peu plus en profondeur, pour discuter, échanger éventuellement avec son expert comptable, et puis avoir parfois des termes techniques qui permettent de faire cette analyse dont vous avez parlé précédemment. Et ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'on dit, c'est très abordable pour tout le monde. Hein. Oui. C'est pas, on ne devient pas expert comptable. Hein. C'est chacun son rôle. Voilà. Donc le chef d'entreprise, il faut qu'il prenne conscience que c'est son boulot et qu'il est adapté. Il est adapté. Enfin, c'est les clés de la réussite. Voilà, ça porte c'est abordable. Chercher le mot. De la question d'aujourd'hui, c'est les clés de la réussite. S'intéresser vraiment à tout. Et tout maîtriser, tout comprendre, et voilà, faire face à l'évolution, quelle qu'elle soit. Et est-ce que, à votre avis, dans votre expérience, est-ce que le chef d'entreprise a le droit à l'erreur? Est-ce qu'il peut revenir sur une erreur qu'il a faite de déclaration ou autre? Oui, l'erreur est humaine, heureusement. Oui. Après, quel que soit le créancier, que ce soit le Trésor public ou l'URSSAF, il peut expliquer son erreur. Et voir comment il peut résoudre son problème. Voilà, en général, les organismes sont conciliants, il n'y a pas de problème. Voilà. Okay. Après, il ne faut pas que l'erreur soit trop répétée. Parce que si on fait trop d'erreurs, à un moment donné, on fragilise la relation de confiance. Donc là, ça sera plus difficile. Voilà. Mais parfois on est aussi dans la difficulté, on peut convenir d'un échéancier, que ce soit une erreur ou pas,
Voilà, parce qu'on n'a pas pu anticiper. Bon, on a eu une multitude d'événements depuis quelques années qui font que, voilà, on n'a pas pu tout anticiper, c'est impossible. Oui. Il y a quand même une réalité, c'est que depuis la crise du Covid, les administrations comme l'administration fiscale ou l'URSSAF sont quand même beaucoup plus ouverts pour tout à fait, mettre en place des échéanciers. Vous voyez, ça a été une révolution quand même, hein, dans les relations avec les administrations. Exactement. Donc il ne faut surtout pas hésiter, ça fait peur en fait, et du coup on n'ose pas. Et au contraire, surtout ne pas rester seul, parce que c'est là où c'est terrible, hein, parce que quand on est pris dans les difficultés, on n'arrive plus à trouver la solution, et c'est là où il faut demander de l'aide, parce que c'est normal, hein, on est tellement pris dans le stress qu'on n'arrive pas à trouver la solution tout seul. Et je voulais ajouter autre chose, mais ça m'a échappé. Ça reviendra. Si vous voulez, on peut aborder une problématique qui revient assez souvent, que tu as abordée d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Véronique, c'est bon? Oui, ça y est. C'est qu'il ne faut pas que l'erreur, elle traîne. C'est ça. C'est parce que si ça traîne dans le temps, plus la situation se dégrade dans le temps et plus ça va être difficile de revenir. Alors bien sûr qu'on peut toujours revenir en arrière et trouver des solutions, mais plus la situation se dégrade parce qu'on ne réagit pas, plus on compromet la possibilité de redresser la situation. Quand même. Et là on parle du pire, donc quelles sont les solutions en cas de difficulté de trésorerie? Comment on peut réagir, qu'est-ce qui doit m'alerter, et puis quelle solution Alors là, dans ce cas-là, c'est de se rapprocher de l'administration fiscale. Si on parle de ce redressement en matière de TVA, se rapprocher de l'administration fiscale, convenir d'un échéancier. Encore une fois, ils sont ouverts. Il y a quand même une situation de fragilité, aussi de pérennité pour l'entreprise. Donc voilà, c'est trouver une solution, un échéancier. Si l'échéancier est respecté, en général, il n'y a pas de pénalité. Donc, après, il y a d'autres cas qui sont plus importants, sans parler du statut auto-entrepreneur, d'entreprises qui sont en difficulté. Alors, comprendre pourquoi on est en difficulté, parfois on n'y peut rien, puisque le marché, malheureusement, a dégringolé pour X ou Y raison. Parfois, on est en difficulté parce qu'on a de l'argent dehors, des encours clients qui sont importants, donc aller chercher l'argent. Et si on reste en difficulté, là il y a plusieurs solutions. Donc les solutions les plus difficiles, c'est d'aller au tribunal pour déclarer une cessation de paiement et voir si on peut partir sur une procédure de sauvegarde ou une procédure de redressement judiciaire pour mettre en place un plan sur un certain nombre d'années, y faire face, et on le fera forcément si la situation le permet, si on ne dégage pas de nouvelles dettes. Voilà, si ce n'est pas nos crédits actuels qui sont trop lourds, par exemple, pour faire face au quotidien. Donc il y a une multitude de solutions. Ce qu'il faut, c'est anticiper, parce que plus on attend, et plus les problèmes vont devenir importants. Donc des dettes qu'on a actuellement, qu'on a depuis un certain temps, elles vont continuer à s'accumuler. Et malheureusement, on parlait du URSSAF, après c'est un huissier, après c'est des situations plus extrêmes et plus préjudiciables. Alors, par contre, sur quoi on peut jouer? Là, on l'avait noté sur l'écran qui s'affiche maintenant devant vous. Sur quels outils, entre parenthèses, le chef d'entreprise peut exercer un petit peu... Alors les créances relance d'impayés, avec un bon suivi, avec un logiciel de facturation notamment, relancer ces impayés, ça doit être fait en permanence, régulièrement et en permanence. Donc voir pourquoi le créancier ne paye pas, et éventuellement, si ça concerne une créance importante pour notre trésorerie, faire une injonction de payer, par exemple, au tribunal. C'est une démarche qui est quand même moins coûteuse, qui permet de lancer une démarche, et peut-être que le créancier va réagir à ce moment-là. Après, à facturage. Qu'est-ce que c'est le facturage? Alors, à facturage, c'est un coût important. Hein. La banque va, grosso modo, pour faire simple, la banque va nous avancer la facture client. Donc, la trésorerie, on a facturé un client qui ne nous paye pas tout de suite. Donc, la banque, elle, va nous payer via des frais, tout simplement.
Ok, par contre, c'est Mais, possible sur bah, tous les clients ou Non, que sur certains clients? non. C'est une négociation avec la banque. En général, ça ne concerne pas l'intégralité des créances. Oui, puis il Ça- va y avoir aussi une la qualité, solvabilité, on appelle voilà, ça la qualité du exactement. paquet, c'est-à-dire qui sont les Qui sont les clients, est-ce que ce sont, voilà, est-ce qu'ils sont solvables ou pas? parce que comme la banque, enfin, pour le facturage, on remet les créances au facteur, et le facteur, lui, c'est lui qui va faire l'avance, donc forcément, il va être payé, donc Oui, il prend le risque, bien sûr. et le risque est reporté, c'est pour ça que c'est coûteux, hein. Et j'ai envie de dire, attention, que si on attend le dernier moment, on n'est plus en capacité d'accéder au financement, hein. Oui. C'est une forme de financement, ça, hein, de l'entreprise, mais voilà, à quel moment on le demande. Exactement. Ensuite, on peut jouer sur les dettes, donc sur les emprunts, notamment. On peut jouer emprunt, Ouais. ça va être plus difficile. Ouais. Mais bon, c'est indiqué Alors- URSSAF, impôts, fournisseurs, oui. Alors toutes sur les dettes. les dettes, c'est compliqué, hein. Alors on peut demander à la banque un report d'échéance, par exemple, mais Et il y aura c'est pas toujours évident, des hein. intérêts. Toutes ces procédures seront coûteuses. Voilà. Il Il faut n'empêche savoir. qu'il faut faire quand même la démarche. Est-ce Bien que sûr. vous pouvez suspendre, vous pouvez reporter une ou deux échéances en fin de crédit? Est-ce que ça se fait? Est-ce que l'établissement est d'accord pour le faire? Et l'établissement bancaire va aussi vérifier la viabilité de l'entreprise. À quel moment se situe cette demande dans la difficulté de l'entreprise? Si on est au bout Oui, quelqu'un qui voilà, vient de voir la le dégradation, banquier. au dernier moment, la banque elle ne va pas engager un prêt de trésorerie des- ou ce genre de Tout à choses, fait, ce ne sera pas du tout Voilà. accepté. Donc, Et l'anticiper. pourquoi? Parce qu'elle prend un risque, elle prend un risque avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Hein. Il faut, voilà. Voilà, Bien expliquer. Hein. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de bien tout anticiper. Voilà. Oui. Et Le si mettre on est au- déjà dans la difficulté, c'est dès maintenant qu'il faut mener des actions. Parce que si on attend 3 mois, 6 mois, 1 an, forcément les dettes vont continuer à augmenter. Et là, ça sera beaucoup plus compliqué. Alors, Et dans les beaucoup dettes, plus coûteux. pardon, mais dans les dettes, il y a les fournisseurs aussi. Oui, oui, tout à fait. On peut renégocier Les conditions. les conditions, mais ne pas attendre l'impayé ou les impayés, parce que là, les fournisseurs vont dire bah non, je remets en question les accords qu'on a eus. Donc, Alors, si le chef d'entreprise, si vous voyez que vous êtes en difficulté, il y a pas mal de solutions, et notamment, vous pouvez vous rapprocher de professionnels, tout simplement, déjà, de votre expert comptable. Pour le suivi régulier et de faire part de ces difficultés, souvent liées à l'activité, encore une fois. Moi, je ne suis pas au cœur de toutes les activités de mes clients et des marchés sur lesquels ils sont. Donc, ils vont peut-être me faire part que dans le BTP, depuis 3 mois, il y a beaucoup moins de commandes, etc. Bon. Donc, voilà, c'est de me faire part de l'actualité pour qu'on puisse mener des actions, faire prendre des décisions et pour que voilà, ça se passe mieux. Après, vous pouvez aussi vous rapprocher des chambres consulaires. Alors, les chambres consulaires, c'est les chambres auprès desquelles vous êtes immatriculé, donc il y a la chambre de métier et de l'artisanat notamment, il y a la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Ensuite, chose très importante, mais méconnue, mais vous pouvez aussi vous rapprocher du tribunal de commerce. alors ça fait toujours peur le tribunal, parce qu'on le voit comme une sanction, mais toutes les procédures collectives, ce ne sont pas des sanctions, c'est un accompagnement. Exactement, Voilà, c'est une aide, hein. trouver une solution. Donc, Et attention. je l'évoquais tout à l'heure, partir potentiellement sur un plan. Ou Il y la a conciliation. une multitude de sociétés Oui. qui sont sorties d'un redressement judiciaire très bien. Voilà, ça leur a permis justement de leur donner un souffle à un instant T où c'était un peu plus difficile, de revoir peut-être leur stratégie à tous les niveaux au niveau de l'entreprise. Et voilà, aujourd'hui, elles sont pérennes et tout va bien. Par contre, c'est toujours la même logique, il ne faut pas attendre. Bah, Non. après, voilà, il n'y a pas une baguette magique qui dit on efface tout. Hein. Mais le tribunal, il a le pouvoir aussi d'imposer des décisions aux créanciers. Et c'est là où la négociation peut devenir difficile. Et c'est pour ça que c'est une aide et pas une sanction. Et après, en dernier, vous avez aussi accès au portail de la prévention des entreprises. Alors ça, c'est un site internet sur lequel vous pouvez retrouver 15 associations qui sont présentes dans les Alpes-Maritimes notamment, et qui sont au service des entrepreneurs en difficulté. Alors normalement, notamment, vous avez le CIP, donc c'est le Centre d'information sur la prévention des entreprises, donc que vous pouvez solliciter en cas de problématiques, notamment financières, par exemple. Ensuite, vous avez l'APESA. Alors l'APESA, elle vient en aide aux entrepreneurs en souffrance psychologique
aigu. Parce que quand vous êtes en liquidation, que vous avez perdu votre boulot, que vous avez mis 20 ans à construire, que ça ne va pas personnellement, etc., parce que tout est lié, c'est quand même compliqué. Et ensuite, vous avez notamment une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui vient en aide aux entrepreneurs qui ont liquidé leur entreprise et qui veulent justement rebondir. Parce que certains d'entre vous n'ont connu que l'entrepreneuriat toute leur vie, pendant 20 ans. Ils n'ont jamais eu de job salarié, donc ils ne savent pas comment reprendre le dessus. Je voulais juste ajouter aussi qu'il y a la Banque de France, on oublie. La Banque de France est médiateur de crédit et ils ont des outils pour évaluer les difficultés de l'entreprise et retravailler tous les éléments comptables. Donc ça peut être aussi un partenaire. La Banque de France, c'est pas un organe de sanction, pour les entreprises en tout cas. Et alors pour le portail de la prévention des entreprises, en fait le process est super simple. Vous allez sur leur site internet, vous remplissez un formulaire en ligne, et ensuite il y a une personne qui vous recontacte, qui fait un diagnostic avec vous et qui vous met en relation avec l'une des 15 associations qui peut éventuellement vous aider. Alors on organise un live sur YouTube sur le même format, le 23 février prochain, justement sur cette thématique, notamment avec l'APESA, 60 000 rebonds, le CIP et Marjorie Bourse de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Enfin, dernière thématique. Oui, alors, pour éviter toutes ces difficultés, est-ce qu'il y a des solutions pour se former, des endroits, des personnes, des ressources à contacter pour pouvoir se former et apprendre à mieux gérer ou simplement apprendre à gérer son entreprise? Alors, vous avez tous les partenaires de l'accompagnement à la création d'entreprise, donc les chambres consulaires dont on a parlé tout à l'heure, chambres de métiers, métiers de l'artisanat, chambres de commerce. Vous avez ce sont des réseaux nationaux, donc les plateformes initiatives, France Active qui fait de l'accompagnement. Alors nous, à Finance et Pédagogie, on fait de l'accompagnement, on fait des ateliers collectifs en collaboration avec les partenaires, donc c'est via les partenaires qu'on peut vous accompagner. Il y a les boutiques de gestion, les BGE, et donc dans chaque région, on a une déclinaison de ces structures qui peuvent vous accompagner en amont, mais aussi tout au long de la vie de votre entreprise. Donc, le maître mot, pour résumer, c'est anticiper et ne pas rester seul. Oui, se faire accompagner au maximum. Bien accompagné, trouver ses partenaires dès le début. Et les partenaires, on a quand même aujourd'hui un réseau qui est très dense sur l'accompagnement. C'est un vrai privilège. Et en plus, qui est la plupart du temps gratuit. De qualité et gratuit. Et gratuit, donc... Si vous voulez tout savoir sur les formations dédiées artisans, commerçants ou autres, on organise un live le 16 janvier prochain, donc dans 2 semaines, notamment avec Pôle emploi, la Chambre de métiers de l'artisanat, la CCI Nice-Côte d'Azur, l'IRCE, qui est un organisme qui a été créé par des chefs d'entreprise pour organiser des formations pour les chefs d'entreprise. On aura un OPCO aussi Atlas qui sera présent pour parler justement des formations, à quelles formations vous avez droit, comment faire pour les faire financer. Voilà, donc ça on organise ça en live le mardi 16 janvier, mais comme cet atelier-là, vous pourrez le revoir en différé sur YouTube. Et on peut rappeler quand même que quand on est ou salarié ou chef d'entreprise, on cotise toujours pour le CPF, le personnel de formation. Donc on a quand même aussi une petite réserve. Une petite réserve pour se former. Donc, on peut utiliser tout au long de la vie. Voilà. Ça ne s'arrête pas le jour où on arrête notre emploi salarié. Les chefs d'entreprise aussi, là, cotisent pour ça. Tout à fait. Et les formations, en fait, ça peut être des formations commerciales, en gestion. Je pense à la chambre de métier, par exemple, où ils ont des formations carrément individuelles en fonction de vos besoins. Vous dites, tiens, je ne sais pas calculer mon coût de revient. Ils vont vous mettre en relation avec un expert comptable qui va vous aider à calculer votre coût de revient gratuitement. Donc, ça, c'est pas. On a la chance d'être en France, donc autant en profiter. Alors, dernier point qu'on va aborder avec toi, Aurélia, du coup. Pour conclure, donc en fait, on va vous présenter les différentes étapes de la création d'entreprise pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble et puis toujours dans la volonté de sécuriser votre parcours, vous proposer de bien définir, de bien évaluer votre idée de création d'entreprise
Donc ça, c'est le démarrage. Il va y avoir aussi l'objectif de vous assurer d'avoir des clients, que ces clients-là sont prêts à payer le prix que vous allez mettre en place votre prestation, votre service ou bien votre produit. Il va y avoir l'étape du chiffrage de votre projet qui est là et cruciale. Donc c'est à ce moment-là qu'en général, on conseille d'aller voir un expert comptable à minima pour faire un business plan, un prévisionnel. Donc chiffrer votre projet et mettre des projections financières dans votre chiffre d'affaires, également dans toutes vos charges. Et puis à ce moment-là, il y aura un moment crucial dans toute vie d'un futur chef d'entreprise, c'est d'aller rechercher des financements. Se rapprocher des banques, se rapprocher d'initiatives, pourquoi pas, se rapprocher également des proches, de l'entourage familial pour pouvoir avoir de la love money, enfin de l'apport en capital. Et puis, une fois qu'on en arrive là, en général, on va se poser la question du statut. Et donc, il va falloir choisir le statut adapté pour pouvoir optimiser ses charges, les coûts de la structure. Et puis, s'immatriculer afin de pouvoir donner vie enfin à votre entreprise. Donc, ça, se rapprocher des experts comptables, des chambres consulaires et de l'INPI pour ceux qui sont micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs. J'ai une dernière question à Vincent. Est-ce que, en tant que chef d'entreprise, je peux aller voir mon banquier avec mon expert comptable d'un certain moment de la vie de mon entreprise? J'ai déjà accompagné des clients directement chez le banquier pour expliquer une situation, parce que certains chefs d'entreprise n'ont pas forcément les mots techniques ou ne savent pas exprimer d'une certaine façon leur situation. Et donc, oui, j'ai déjà accompagné chez des banquiers. Ça, c'est un soutien inestimable. Vous avez un dispositif qui s'appelle Business Story et qui vous permet quand même d'avoir, alors ça a été organisé par les experts comptables, mais qui vous permet d'avoir 3 rendez-vous gratuits avec un expert comptable, justement, pour monter votre projet et pour bien le valider comme il faut. Et il a été élargi à la difficulté de l'entreprise, donc la crise. Donc on peut aussi bénéficier de ce dispositif si on est en difficulté. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc pour résumer, vous serez toujours accompagné. N'hésitez pas, ne restez pas seul. N'hésitez pas à solliciter chambre consulaire, experts comptables, associations comme toi, Véronique, avec Finance et Pédagogie, pour vous aider justement à traverser certaines périodes difficiles. Donc prochain atelier en live le mardi 16 janvier, donc sur les formations. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. D'avoir pris du temps et pour la qualité de vos interventions. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Et bon appétit.